Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les traumatismes des nerfs périphériques. Les traumatismes des nerfs périphériques se définissent comme l'ensemble de lésions nerveuses périphériques, qu'elles soient ouvertes ou fermées, pouvant aller de la contusion jusqu'à la section nerveuse, intéressant les extrémités, notamment les membres supérieurs et inférieurs. Ce sont des lésions qui sont fréquentes, qui sont sujettes, surtout chez le sujet adulte jeune et actif, suite à des accidents de la voie publique le plus fréquemment, voire des agressions. Ce sont des lésions qui sont graves, qui peuvent avoir un retentissement psychologique, socio-professionnel et économique. Le diagnostic est essentiellement clinique, il doit être précoce, avec une prise en charge urgente. Plusieurs modalités thérapeutiques sont à discuter, mais avec un pronostic réservé lorsqu'il y a des atteintes de plusieurs nerfs, d'où l'intérêt de la prévention. Alors, comme rappel anatomique, les nerfs périphériques prennent leur origine au niveau du plexus brachial, donc ils représentent les branches terminales du plexus brachial. Nous allons voir aussi le plexus brachial. Ils prennent origine au niveau de la racine C5, C6, C7, C8 et T1. Donc ces racines C5 et C6, ces troncs C5 et C6 vont s'unir pour donner le tronc supérieur, le tronc primaire supérieur. Le C7 va donner le tronc moyen. Le C8 et T1 vont se réunir tous les deux pour donner le tronc inférieur. Le tronc supérieur et moyen vont se réunir pour donner le faisceau latéral. Alors que pour le faisceau médial, il est issu du tronc inférieur et le faisceau postérieur, il est issu du tronc supérieur, moyen et inférieur. Alors, l'ensemble de ces faisceaux vont donner les nerfs périphériques, notamment le nerf musculo-cutané, le nerf axillaire, le nerf radial, le médian, le nerf ulnaire, le cutané médial de l'avant-bras et le cutané médial du bras. Alors, concernant la systématisation du plexus brachial, c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu les lésions qu'on peut voir, notamment dans les lésions du plexus brachial. Le nerf musculo-cutané, il prend son origine, comme vous le voyez, ainsi que le nerf axillaire, au niveau de C5 et de C6. Et donc, quand on a une lésion ou une paralysie de l'abduction de l'épaule associée à une paralysie de la flexion du coude, les lésions sont supérieures concernant le tronc supérieur, notamment le C5 et le C6. On voit ici que pour le nerf radial et pour le nerf médian, il prend donc origine au niveau des racines C6, C7, C8 et T1. Le maximum, plus de leur moitié, au niveau de la racine C7. Et donc, ils vont permettre l'extension du coude ainsi que la flexion des doigts. Et pour le nerf ulnaire ainsi que les nerfs sensitifs pour le bras et l'avant-bras, il prend origine au niveau de C8 et de T1. Donc, c'est le tronc inférieur. Donc, on voit ici, donc, et ce qui peut aussi se comprendre au niveau de la systématisation, c'est que la racine C5, elle va innerver le deltoïde, le supra et l'intra-épineux, le biceps, le court et le long supinateur. Pour le C6, le grand pectoral, le grand dorsal, le grand rang, le subscapularis, les radios, le triceps, le rond pronateur, etc. Donc, chaque racine nerveuse va permettre, comme on l'avait vu, la systématisation, qui va permettre donc l'innervation d'un groupe musculaire. Donc ici, les branches terminales donc du plexus brachial ainsi que les principaux nerfs qui participent à la mobilisation du membre supérieur. Nous avons le nerf axillaire, le nerf ulnaire, le nerf médian
Donc, vous voyez ici le nerf axillaire qui va cravater le col chirurgical de l'humérus, le nerf radial qui est postérieur, donc il va avoir un rapport direct avec la face postérieure de l'humérus, et d'ailleurs il a une gouttière au niveau donc de la face postérieure de l'humérus, c'est la gouttière radiale. Il va croiser le bord latéral de l'humérus à 10 cm au-dessus de l'épicondyle latéral pour venir en avant du pli du coude pour s'y diviser en ces deux branches terminales. Donc il veut se terminer en branche motrice postérieure qui va innerver les muscles extenseurs des doigts, donc de la loge postérieure de l'avant-bras, et une branche sensitive qui est antérieure et qui accompagne son muscle satellite qui est le brachioradialis ou le lancupinateur. Et bien sûr qui va se terminer par trois branches sensitives au niveau de la face dorsale du poignet qui va donner la sensibilité du pouce, du deuxième, du troisième doigt et la moitié radiale du quatrième doigt. Pour le nerf médian, donc comme vous le voyez, il accompagne l'artère brachiale, l'artère brachiale, l'artère humérale, jusqu'au niveau du pli du coude, et qui va cheminer au niveau de la face antérieure de l'avant-bras pour passer dans le canal carpien, et c'est là où il est le plus souvent comprimé, et donnant donc le syndrome du nerf, le syndrome du canal carpien, pour donner bien sûr après au niveau de la main des branches sensitives pour les doigts. Le nerf ulnaire, il va cheminer au niveau du bord ulnaire, donc du bras, mais en arrière du nerf médian, qui va traverser la gouttière épitroclée au lait crânienne au niveau postérieur et la face, le bord médial du bras jusqu'au niveau du canal de Guyon. Là, donc, un schéma pour la systématisation et l'innervation sensitive des branches terminales du plexus brachial au niveau du bras et de l'avant-bras. Voilà, donc, pour le membre supérieur. Là, pour le membre inférieur, donc, il ne faut pas oublier que pour le membre inférieur, on a aussi des éléments qui sont assez importants. Le nerf grand sciatique, qui va prendre naissance au niveau du plexus sacré et qui va se situer au niveau de la face postérieure de la cuisse, et qui va se diviser aussi à la hauteur du genou, au niveau du creux poplité, en branche médiale et latérale. C'est le sciatique poplité externe ou le fibulaire commun, et le nerf tibialis ou le nerf tibial postérieur. Et bien sûr, chacun d'eux va innerver un territoire donné. Notamment pour le nerf fibulaire commun, c'est la loge antéro-externe de la jambe. Il va permettre l'extension dorsale ou la flexion dorsale des doigts. Sa paralysie va entraîner le steppage. Il va donner la sensibilité à la loge externe, la face antéro-externe de la jambe et la face dorsale du pied. Pour le nerf tibial postérieur ou le nerf tibialis, il va innerver la face postérieure de la jambe et il va permettre la flexion plantaire de la cheville et des orteils. Il va innerver la face plantaire du pied et donc sa paralysie va entraîner une amputation fonctionnelle du membre inférieur. Pour la face antérieure de la cuisse, c'est le nerf crural. C'est un nerf qui va prendre origine au niveau des racines lombaires. Il va permettre l'extension du genou, il innerve le quadriceps. Sans oublier le nerf cutané latéral ou le nerf fémoro-cutané qui va donner la sensibilité au niveau de la face antéro-externe. C'est un nerf sensitif au niveau de la face antéro-externe de la cuisse. Donc voilà pour le rappel anatomique. Alors, sur le plan anatomo-physiologique, le nerf périphérique est représenté, constitué de structures conductrices associées à un appareil, bien sûr, de soutien et de protection. C'est la cellule nerveuse qui va qui constitue, bien sûr, et l'ensemble constitue la fibre nerveuse, qui représente l'unité élémentaire. Et l'ensemble, bien sûr, de ces fibres nerveuses vont former le fascicule, qui est l'unité chirurgicale. Donc, c'est l'ensemble des fibres nerveuses avec du tissu conjonctif.
La fibre nerveuse, bien sûr, donc c'est l'axone qui va être entouré de cellules de Schwann. Donc nous avons ici un schéma de fibres nerveuses qui sont constituées par des cellules de Schwann, donc avec des gaines de myéline et des gaines amyéléniques, des fibres de myéline ou non. L'ensemble, bien sûr, donc va être cette fibre nerveuse, elle va être entourée de l'endonerve et l'ensemble va être recouvert par le périnerve. L'ensemble, bien sûr, donc des fascicules vont baigner dans du tissu conjonctif, elles vont être recouvertes par l'épinerve, qui vont jouer bien sûr, un rôle mécanique de barrière et de diffusion. Alors, sur le plan physiologique, quand il y a une atteinte de cellules nerveuses, donc quand il y a une atteinte d'un nerf périphérique, bien sûr, il y a une atteinte de l'axone qui va être entourée par des cellules de Schwann. Donc, quand il y a un traumatisme, quand il y a une interruption de la conduction nerveuse, donc c'est ce qu'on appelle la dégénérescence valérienne. Qu'est-ce qui va se produire en distal? D'accord. En distal, il va se produire une désintégration des axones. Les axones vont se vider de l'intérieur. Et donc, il ne va plus y avoir d'un flux nerveux qui va aller jusqu'au niveau des muscles pour commander la contraction musculaire. Et donc, cet axone qui est vide à l'intérieur, il va conserver sa gaine de Schwann. Alors qu'au niveau du bout proximal, il va y avoir une régénération nerveuse et donc il va y avoir une prolifération de tissus conjonctifs de voisinage qui va s'opposer à la progression des néoaxones. Parce qu'il y avait toujours donc les axones qui vont en proximal qui vont progresser, mais le tissu conjonctif va proliférer, il va s'opposer à la conduction, bien sûr, donc de ce néoaxone vers l'axone de voisinage. Et donc, il va se produire ce qu'on appelle le névrome. Et quand il y a quand on donne une percussion en regard, ça va donner une décharge électrique, mais qui ne va pas avancer dans le trajet donc du nerf, qui témoigne de la présence de névrome. Lorsqu'on va suturer, lorsqu'on va affronter les deux bouts, le proximal et le distal, il va y avoir donc cette progression de ces néoaxones dans les axones qui se sont vidés en face. Et donc, cette progression, elle va se faire à une vitesse de 1 mm par jour. Et donc, cela va se continuer jusqu'à arriver au niveau du muscle. Pour cela, il faut qu'il y ait une contraction musculaire et donc une rééducation entretenue pour éviter la myotrophie et la raideur articulaire jusqu'à ce que cette progression axonale de 1 mm par jour arrive jusqu'au niveau du muscle pour qu'il y ait une bonne fonction. Donc voilà, en général, sur le plan physiopathologique. Alors, les lésions nerveuses, elles ont une prévalence de 2,08%, donc ce sont des lésions quand même qui sont fréquentes. La prédominance masculine, l'adulte jeune, surtout les causes, c'est les accidents de la voie publique, les agressions, les accidents de travail, et aussi ne pas oublier donc la cause iatrogène induite par le médecin lui-même. Sur le plan physiopathologique, donc quand il y a une atteinte nerveuse, on va avoir des retentissements, notamment ostéo-articulaires, des déficits moteurs mais aussi sensitifs, voire végétatifs, des lésions musculo-cutanées avec des amyotrophies. On va aboutir à des raideurs articulaires avec des déformations, à des troubles vasomoteurs, une amyotrophie, des troubles trophiques avec des ulcérations, voire des infections, et tout cela aboutit à une amputation fonctionnelle. Et vous imaginez l'impact physiologique, social, mais aussi professionnel que peut engendrer une lésion nerveuse. Les différentes lésions élémentaires qu'on peut avoir concernant les nerfs, notamment les contusions, qui représentent une simple sidération. Donc on a un arrêt de l'influx nerveux, mais qui va reprendre par la suite. Soit une compression, et là on peut avoir une rupture d'un certain nombre de fibres nerveuses, et on n'est pas donc capable de dire est-ce que ça va
récupérer ou pas, tout dépendra donc du nombre des fibres nerveuses. On peut aussi avoir de l'élongation avec une rupture d'un grand nombre de fibres nerveuses, et là le risque c'est qu'il n'y ait pas une bonne évolution. Alors selon la classification de Sedan, les atteintes nerveuses, nous avons la sidération sans lésion anatomique, d'accord, et ça correspond donc à la neurapraxie, alors que l'axonotmésis c'est une rupture axonale, mais les cellules de Schwann sont intactes, et tout cela va dépendre du nombre de fibres qui ont été atteintes, et tout dépendra donc de la récupération, alors que le neurotmésis c'est l'interruption complète de tous les éléments. Alors, à côté de la lésion, donc de la classification de Sedan, nous avons la classification de Sunderland, qui a repris la classification de Sedan, mais qui l'a un peu détaillée pour l'axonotmésis. Donc, pour la neurapraxie, la récupération, elle est complète en moins de 12 semaines. Et bien sûr, donc, la génération de 1 mm par jour, donc, elle évolue rapidement, donc, une bonne récupération. Pour l'axonotmésis, 2, c'est quand il y a une récupération complète, mais lente. Le 3, cette récupération, bien sûr, va dépendre des nombres de fibres atteintes, donc elle va être variable, mais aussi lente, alors que pour le 4, il n'y a aucune récupération. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de fibres nerveuses qui ont été atteintes. Alors que pour le neurotmésis, c'est pareil, il y a une atteinte, mais aucune récupération. On peut, à côté, bien sûr, des lésions nerveuses, comme pour les lésions, les plaies de la main, donc on peut avoir des lésions associées, notamment des lésions osseuses, des fractures, des luxations. Toujours se méfier des luxations. Surtout quand il y a un élément vasculaire voire nerveux qui passe en regard, notamment pour l'exluxation de l'épaule, les lésions, les luxations du plexus brachial, l'atteinte du plexus brachial, donc attention. Les lésions tendineuses voire musculaires, donc quand il y a une plaie, il y a le risque bien sûr d'atteinte nerveuse, et les atteintes cutanées avec les grandes pertes de substances cutanées, et bien sûr qui va engendrer des lésions sous-jacentes, nerveuses sous-jacentes importantes. Alors comme type de description que j'ai choisi, c'est la plaie de la face antérieure du poignet avec atteinte du nerf médian. C'est riche sur le plan sémiologique, c'est fréquent aussi, et ça peut donc ça permet un petit peu de simplifier ce sujet qui est assez important. Alors l'interrogatoire va rechercher les circonstances du traumatisme, bien sûr le mécanisme essentiellement. Est-ce que c'est une plaie par un objet tranchant, contendant, voire une plaie par bris de verre qui reste, qui donne des lésions sous-jacentes assez importantes? Est-ce que, bien sûr, l'âge, le côté dominant, la profession, bien sûr, il faut passer par un examen clinique essentiellement qui doit être minutieux et qui nécessite la connaissance des éléments anatomiques pour permettre de poser le diagnostic de telle ou telle lésion. Il faut voir, bien sûr, énumérer le siège, les éléments nobles qui passent par à travers, bien sûr, la plaie, rechercher l'atteinte tendineuse, les troubles de la sensibilité, les troubles de la motricité, et bien sûr les éléments associés, bien sûr la vascularisation, le temps de recoloration si on n'a pas, bien sûr, si le pouls ne peut être palpable. Voilà donc une plaie de la face antérieure du poignet pouvant atteindre le nerf médian. Et bien sûr, avant d'arriver jusqu'au nerf médian, on voit ici un bout de tendon, donc il y a des tendons qui vont être associés. Cette plaie de la face antérieure du poignet ne va pas uniquement engendrer l'atteinte du nerf médian, donc attention, on peut aussi avoir une atteinte du nerf ulnaire, parce qu'on voit la plaie, elle va jusqu'au niveau du bord ulnaire. Donc, pensez aussi au nerf ulnaire, au tendon cubital antérieur, et bien sûr les différents tendons, et l'examen doit être minutieux. Rechercher les lésions tendineuses, mais aussi la sensibilité dans le territoire du nerf médian et du nerf ulnaire. Donc la sensibilité, on peut la rechercher par le test de Weber. C'est un test de discrimination entre deux points. Donc on va voir si le patient, bien sûr, il ne faut pas qu'il voit ce qu'on fait. Est-ce qu'il sent un point? Est-ce qu'il sent deux points? Surtout le test de Weber, c'est pour la récupération. Donc on l'objectif surtout pour la récupération en cas de réparation
nerveuse. Le signe de Tinel aussi, il va permettre de donner le trajet du nerf quand il n'y a pas d'atteinte nerveuse. Donc on fait un signe de Tinel, donc on donne une percussion sur le nerf, il va nous donner des sensations de décharge électrique dans le territoire du nerf. Quand il y a une lésion, lorsqu'il y a un neurotmésis, la décharge, elle va rester localisée au niveau de la lésion. L'examen, bien sûr, va se continuer par un examen radiologique quand on suspecte une fracture, quand il y a des corps étrangers. L'électromyogramme va permettre de mesurer la conduction nerveuse. On ne le prescrit pas pour des lésions tendineuses au niveau de la main, voire au niveau du poignet en urgence. C'est surtout après bien sûr quand on va évaluer la récupération nerveuse, donc après réparation nerveuse. Donc il va mesurer la vitesse de conduction nerveuse et le potentiel de récupération. Donc au total, toute plaie de la face antérieure du poignet peut cacher une plaie nerveuse. Donc l'examen clinique doit être minutieux et l'exploration chirurgicale est obligatoire. Alors, parmi les formes cliniques qu'on peut avoir, notamment une topographie des différentes atteintes au niveau du membre supérieur, notamment l'épaule, le coude, les trajets, bien sûr, des différents nerfs qu'on a cités au début, mais ne pas oublier, bien sûr, le membre inférieur. On peut avoir aussi l'atteinte de ces nerfs, on va les voir tout à l'heure. Selon l'âge, bien sûr, donc on peut avoir des lésions essentiellement chez l'enfant. Il ne faut pas oublier l'atteinte du plexus brachial lors de l'accouchement. On va voir aussi donc l'atteinte du plexus brachial post-traumatique et les atteintes iatrogènes, notamment quand on met un garrot pneumatique pour une intervention X, donc autre que la lésion nerveuse. Le patient peut se réveiller avec une paralysie du membre concerné, soit membre supérieur ou inférieur, parce qu'on a oublié ou on a dépassé le temps autorisé du garrot pneumatique. Et heureusement, le plus souvent, ce sont des lésions de neurapraxie qui récupèrent totalement après 2 à 3 mois. Alors, concernant le membre supérieur, donc les différentes lésions les plus fréquentes au niveau du membre supérieur, c'est essentiellement pour le nerf axillaire, soit les fractures trop déplacées du col chirurgical du d'humérus. Donc vous voyez le nerf axillaire qui cravate le col chirurgical. Donc quand il y a une fracture, il faut penser au nerf axillaire, penser à examiner la sensibilité du moignon de l'épaule et à la contraction du deltoïde. On va rechercher une anesthésie du moignon de l'épaule et un déficit d'abduction. Donc il n'y a pas que la fracture, mais aussi la luxation de l'épaule. C'est important, il peut entraîner une paralysie du nerf axillaire. On peut aussi voir l'ensemble du plexus brachial qui peut être atteint. La paralysie du nerf radial, lorsqu'il y a une fracture de la diaphyse humérale, toujours penser à la paralysie humérale, paralysie du nerf radial qui va donner l'aspect de main tombante avec un déficit de l'extension du poignet, un déficit de la sensibilité dans le territoire du nerf radial. Donc on va avoir une perte de l'extension du poignet, donc c'est la main tombante, une perte de l'extension du pouce, donc et de l'abduction du pouce, et l'anesthésie dans le territoire du nerf radial, surtout de la première commissure. Donc attention en cas de fracture de la diaphyse humérale. Donc on voit ici des différentes fractures donc, qui ont abouti à une paralysie du nerf radial. La lésion du nerf ulnaire. On peut avoir l'atteinte du nerf ulnaire soit au niveau du bras, donc quand il s'agit d'une plaie de la face interne du bras, soit au niveau de la gouttière épitrocléo crânienne, soit au niveau du canal de Guyon. Elle va se manifester par un déficit d'écartement et de rapprochement des doigts, de la flexion de la métacarpophalangienne et de l'extension de l'interphalangienne proximale et distale avec un déficit de l'adduction du pouce. C'est testé par le signe du journal. Donc, toujours faire attention à l'adduction du pouce
et faire en sorte à ce que le patient ne triche pas, ne fasse pas la flexion du pouce pour maintenir le papier, le bout de papier, parce qu'il va faire intervenir son nerf médian et non pas son nerf ulnaire. Bien sûr aussi la sensibilité dans le territoire du nerf ulnaire, surtout le 5e doigt et la moitié médiale du 4e doigt. Pour le membre inférieur, on peut avoir l'atteinte du nerf grand sciatique lors des luxations de la tête fémorale, lors des fractures du cotyle ou tout simplement par une plaie par coup de couteau au niveau de la face postérieure de la cuisse. Attention à l'atteinte du nerf grand sciatique. On va demander au patient de faire la flexion dorsale ou la flexion plantaire et la sensibilité au niveau de la face plantaire ou la face dorsale quand il y a l'atteinte du nerf grand sciatique en amont de ses branches terminales. On peut aussi avoir une atteinte du nerf fibulaire commun. Le nerf fibulaire commun cravate le col de la fibula. Et donc, quand il y a une fracture du col de la fibula, quand il y a une disjonction tibio-fibulaire supérieure, ou quand il y a une plaie, attention de la face postérieure, de la face latérale, supérolatérale de la jambe, attention au nerf fibulaire commun. C'est lui qui va permettre donc le relèvement des orteils, et toute paralysie va entraîner ce qu'on appelle le steppage. Le patient va avoir un déficit de la flexion dorsale de la cheville. Le nerf tibial postérieur, c'est sa paralysie peut entraîner une amputation fonctionnelle parce qu'il va y avoir un déficit dans la sensibilité plantaire. Les autres formes cliniques, notamment les lésions iatrogènes, comme je vous ai expliqué, le garrot pneumatique, ou en post-opératoire, quand il y a un nerf qui passe, notamment quand on veut traiter une fracture de la diaphyse humérale, on peut avoir une paralysie post-opératoire du nerf radial. Lors des plans de greffons, donc toujours, il faut connaître le trajet des différents nerfs et faire attention lors du geste chirurgical de ne pas le comprimer, voire de ne pas le léser. On peut voir aussi des lésions anciennes, des lésions nerveuses anciennes. Ce sont les plaies négligées nerveuses et qui vont nécessiter une prise en charge de ces lésions qui est assez difficile. On peut avoir donc soit des traumatismes fermés, soit des traumatismes. Donc pour la physiopathologie, c'est pareil que pour la lésion récente. Alors concernant le plexus brachial, sa paralysie, elle peut se voir essentiellement chez le nouveau-né. Donc c'est la paralysie obstétricale du plexus brachial lors d'un accouchement dystocique, lorsque le nouveau-né est obèse, et lors d'un accouchement par voie basse, donc le plus souvent lorsque la tête est première, donc le plus souvent on tente de tirer, il y a donc un blocage des épaules et on tire sur la tête, malheureusement, donc on fait une traction sur le plexus brachial et le nouveau-né présente donc une paralysie de ce plexus. Les autres types donc du paralysie plexus brachial, c'est surtout chez l'adulte jeune lors des accidents de la voie publique par traction sur l'épaule en bas et donc le cou qui va en contresens par rapport à l'épaule, il va y avoir une elongation le plus souvent du plexus brachial. Donc le niveau il peut être soit supra, soit infraclaviculaire. Donc l'examen de la paralysie plexus brachial, il faut qu'il soit minutieux et il doit être comparatif avec le côté opposé. On va rechercher sur le plan sensibilité soit une anesthésie totale ou partielle, qu'elle soit superficielle ou profonde. On va rechercher donc une paralysie d'un groupe musculaire, voire de plusieurs groupes, soit une paralysie ou une parésie. On va rechercher, donc on doit penser à l'examen régional, les lésions associées, soit cutanées, vasculaires, mais surtout osseuses. Le signe de Claude Bernard Horner, quand il y a une atteinte des racines inférieures C8 et T1. On va rechercher aussi des lésions associées quand il s'agit bien sûr de traumatisme à haute énergie. Alors, le niveau d'atteinte, donc rappelez-vous donc de ce schéma de systématisation.
il va permettre de nous dresser le tableau de lésions, soit radiculaire haute, soit radiculaire supérieure moyenne ou radiculaire basse. Et tout dépend de la paralysie. Soit on va avoir une paralysie totale, donc de tous les territoires, avec une paralysie de l'épaule, du coude et de la main, soit une paralysie partielle, donc radiculaire supérieure C5 et C6, et donc on va avoir une paralysie au niveau de l'épaule et au niveau de la flexion du coude. Donc vous vous rappelez donc du nerf musculo-cutané et du nerf axillaire qui prennent leur naissance au niveau de C5 et C6. Pour la paralysie radiculaire supérieure et moyenne, c'est C5 et C7, on va avoir un déficit de l'extension, essentiellement au niveau du coude. L'extension du poignet, c'est surtout le nerf radial et le nerf médian. Donc l'extension du coude et la flexion de la main et du poignet. Radiculaire inférieur, CC8 et D1, donc comme on a vu, c'est le nerf ulnaire, donc on va avoir une paralysie dans le territoire du nerf ulnaire et la sensibilité avec bien sûr la flexion, surtout de la métacarpophalangène et l'extension des interphalangiennes distales. Alors, l'imagerie pour le plexus brachial, toujours quand il s'agit d'un traumatisme à haute énergie, toujours demander un rachis cervical de l'épaule quand on suspecte une luxation de l'épaule. Elle peut se compliquer d'une paralysie du plexus brachial. Le rachis cervical quand il y a des lésions centrales associées. On demandera une IRM pour rechercher s'il n'y a pas d'arrachement radiculaire au niveau de la racine nerveuse et qui va être de mauvais pronostic. Et on demandera un EMG jusqu'à la 3e semaine pour rechercher les signes de dénervation ça veut dire donc l'interruption de la conduction nerveuse. Si vous vous rappelez de donc ce vide axonal au niveau du segment distal, il va prendre du temps et le maximum donc de ce temps de dénervation, il est de 3 semaines. D'accord? Donc de 3 semaines. Et donc moins de 3 semaines, il n'y a pas l'EMG ne sera pas concluant. Donc il faut attendre 3 semaines, le temps qu'il y ait un vide axonal pour pouvoir voir quelles sont les racines nerveuses qui sont atteintes. L'évolution peut être favorable quand il s'agit donc d'une lésion de type Sunderland 1 ou 2, d'un axonotmésis, voire un neurotmésis 1 et 2, d'un axonotmésis 1 et 2, et d'une neurapraxie. Elle va être défavorable quand il y a bien sûr des lésions d'amyotrophie, des raideurs articulaires, des lésions vasculaires associées. Attention, quand il s'agit d'une luxation de l'épaule, il y a un risque de compression aussi vasculaire associé et bien sûr le risque sur la fonction ultérieure. Alors, le but du traitement, c'est de sauver la fonction du membre. C'est une urgence diagnostique de prise en charge, c'est d'éviter les iatrogénies, c'est la multidisciplinarité, c'est bien sûr une réinsertion professionnelle chez ces patients qui vont avoir une main qui est presque amputée sur le plan fonctionnel. Les moyens médicaux, orthopédiques et bien sûr la rééducation et voire des moyens chirurgicaux. Alors la chirurgie donc à visée nerveuse, c'est les sutures nerveuses, voire quand il y a une perte de substance, des greffes nerveuses, on peut s'aider juste par des neurolyses ou voire des neurotisations. Le traitement palliatif, c'est essentiellement les arthrodèses, les transferts tendineux quand il y a une impossibilité de réparer le nerf ou de le greffer. Surtout quand il y a des lésions hautes du plexus brachial avec des arrachements radiculaires. Les lésions osseuses, bien sûr, il faut les stabiliser par une ostéosynthèse, soit interne ou externe. Les lésions vasculaires, il faut réparer, soit par des sutures directes, soit par des greffes, voire des pontages. Alors, quand il s'agit de lésions récentes, donc la suture directe par des points épi et périneuraux sous microscope, et par un fil non résorbable, notamment le fil 8-0 voire 9-0, quand il s'agit donc de branches nerveuses fines.
Quand il s'agit de lésions onciennes, donc il faudra réséquer le névrome, donc la partie où il y a la lésion, et il faut passer en zone saine jusqu'à ce qu'on puisse voir les fibres nerveuses. Donc plusieurs fascicules. Les fibres nerveuses, elles sont vues, donc elles sont difficiles à voir, mais surtout les fascicules. Et donc on va avoir à la fin une perte de substance nerveuse qu'il faudra combler, soit par des greffes nerveuses essentiellement prises au niveau du nerf saphène interne, au niveau du membre inférieur. Concernant le plexus brachial, malheureusement sa chirurgie elle est délicate. Quand il y a une perte de substance, on peut céder, et l'atteinte elle est basse, infraclaviculaire ou rétroclaviculaire, donc on peut céder par des greffes nerveuses. S'il y a des arrachements radiculaires au niveau de l'émergence du nerf, au niveau du rachis cervical, on va faire donc des transferts tendineux pour transferts tendineux pour récupérer une flexion, par exemple. On prend un tendon fonctionnel et on le branche sur un tendon non fonctionnel. Soit par des neurotisations, essentiellement pour le plexus brachial. On prend des nerfs intercostaux qu'on va suturer aux nerfs qui ne sont pas fonctionnels, notamment le nerf musculocutané, pour permettre la reprise de la flexion du coude, par exemple. Et ça donne des résultats. Soit des arthrodèses, par exemple au niveau du poignet, pour avoir une certaine force musculaire au niveau de l'articulation. Le pronostic, il peut être bon lorsqu'il s'agit d'un enfant, voire l'adulte jeune, lorsque le niveau lésionnel est distal, plus le niveau lésionnel est proximal, plus il y a le risque de complications en aval, d'amyotrophie, de raideur articulaire. Donc rappelez-vous que la récupération se fait de 1 mm par jour quand il y a une atteinte au niveau d'une racine, notamment au niveau de l'épaule ou au niveau de la hanche. Il faut avoir au moins 1 an, 1 an et demi pour qu'il y ait un résultat. Le délai de réparation, il doit être dans les 3 premiers mois, tout en attendant bien sûr la récupération pour le plexus brachial, je parle, alors que pour les autres lésions nerveuses périphériques, la suture, la réparation doit être urgente et donc bien prise en charge. Le mauvais pronostic, c'est lorsqu'il y a une paralysie totale, lorsqu'il y a un patient qui est tabagique, lorsqu'il y a des lésions associées, lorsque la lésion est proximale. Donc en conclusion, ce sont des lésions qui sont fréquentes, ce sont des lésions qui sont graves, la prise en charge est multidisciplinaire, avec des équipes spécialisées, notamment des rééducateurs. Donc la rééducation joue un rôle important. Il nécessite bien sûr un plateau technique microchirurgical avec des microscopes, avec du matériel adéquat, et donc des chirurgiens qui doivent être entraînés à la microchirurgie. Et donc ça nécessite bien sûr d'instaurer des diplômes de microchirurgie et la création de centres spécialisés pour justement qu'il y ait, pour éviter qu'il y ait bien sûr permettre à ces patients d'avoir une bonne récupération, une bonne évolution. Et bien sûr le traitement essentiel passe par la prévention. Je vous remercie.